Selon l'American Psychiatric Association, près de 6% de la population souffre d'un trouble narcissique de la personnalité. Et ce chiffre cache une réalité glaçante. Beaucoup de ces pervers narcissiques quittent un jour leur partenaire pour une nouvelle femme, persuadés qu'ils vont enfin trouver la victoire ultime. Mais ce que la psychologie moderne révèle, c'est que cette nouvelle relation peut devenir leur pire cauchemar. Car parfois, cette femme est plus manipulatrice, plus toxique qu'eux. Et là, l'histoire bascule. Le manipulateur qui contrôlait tout devient la victime. Il tombe dans son propre piège. Les études montrent d'ailleurs que 78% des narcissiques dominés par un partenaire plus pervers qu'eux finissent par développer des troubles anxieux ou dépressifs sévères. C'est le retournement parfait. Celui qui faisait souffrir se retrouve écrasé par la même mécanique qu'il imposait aux autres. Alors si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe. Like la vidéo, partage, écris « merci » en commentaire ou « abonne-toi ». Ça change tout. Pour la suite, Freud disait que nous portons tous un masque social, une façade destinée à nous protéger et à nous adapter. Mais il précisait aussi que certains êtres, prisonniers de leurs pulsions inconscientes, transforment ce masque en arme. Carl Jung, de son côté, parlait de la persona, ce visage que l'on présente au monde, et de l'ombre, cette part enfouie qui regroupe nos instincts refoulés. Lorsque l'on observe un pervers narcissique, c'est cette mécanique qui saute aux yeux. Un homme qui s'est tant identifié à son masque qu'il ne distingue plus le faux du vrai. Et quand la vie lui met face à une nouvelle femme pire que lui, ce théâtre s'écroule. Les chiffres sont glaçants. Selon une étude de l'American Psychiatric Association, près de 6% de la population souffrirait d'un trouble narcissique de la personnalité, mais moins de 1% est diagnostiqué officiellement. Cela signifie que des millions de personnes évoluent dans l'ombre, masquant leur vide intérieur sous des couches de charme, de séduction, d'autorité ou de victimisation. Freud expliquait que la névrose naît toujours d'un conflit entre pulsion et interdiction. Chez le pervers narcissique, ce conflit n'est pas résolu, il est projeté sur l'autre. La culpabilité qu'il refuse de voir en lui, il la colle sur sa partenaire. La peur qu'il fuit, il la déclenche chez celle ou celui qui l'aime. Mais que se passe-t-il quand la nouvelle femme qu'il choisit, souvent pour écraser encore plus son ancienne compagne, se révèle plus destructrice que lui-même? C'est là que le masque craque. Carl Jung nous avertissait. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Quand le pervers narcissique s'unit à une personnalité encore plus sombre, il est confronté à son propre reflet amplifié. Pour la première fois, il goûte à sa propre médecine et l'illusion de toute puissance s'effondre. Plusieurs témoignages montrent cette mécanique. Dans un rapport de la psychologue américaine Caril McBride, spécialiste du narcissisme, on retrouve l'histoire d'un homme dominateur qui, après avoir quitté sa femme pour une nouvelle compagne, s'est retrouvé isolé, manipulé et vidé de son argent par celle qu'il croyait contrôler. Le paradoxe est cruel. La proie devient bourreau, le bourreau devient proie. C'est exactement ce qu'anticipait Freud lorsqu'il parlait de la répétition compulsive, ce besoin inconscient de recréer ses propres blessures pour enfin les confronter. Le pervers narcissique recrée son théâtre, mais cette fois, il est placé dans le mauvais rôle. Si vous écoutez cela et que vous avez déjà croisé la route d'un manipulateur, vous savez à quel point son masque est convaincant. Il peut séduire un groupe entier, apparaître comme l'homme idéal, alors que derrière se cache un gouffre affectif. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce masque a un coût. La psychologie moderne, appuyée par les neurosciences, a démontré que le cerveau d'un manipulateur vit sous un stress constant. Des études sur le cortisol révèlent que les individus narcissiques présentent des taux plus élevés que la moyenne, car maintenir une illusion demande une énergie énorme. Voilà pourquoi, quand ils tombent sur plus fort qu'eux, tout s'effondre plus vite que prévu. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « La vérité est simple, l'erreur est multiple. Le pervers narcissique s'enferme dans des couches d'erreurs et d'illusions et croit y trouver une force. Mais cette force est un mensonge. Quand une femme plus manipulatrice, plus calculatrice que lui entre dans sa vie, elle ne fait qu'accélérer la rencontre avec sa vérité, sa faiblesse, sa dépendance, son incapacité à être en paix avec lui-même. Vous pourriez croire que cela ne vous concerne pas directement. Mais regardez bien autour de vous.
Combien d'hommes ou de femmes semblent briller en société et s'effondrent dès que leur partenaire cesse de jouer le rôle qu'ils attendent? Freud rappelait que le symptôme est toujours une vérité, qui cherche à se dire « Le masque n'est pas éternel, il craque toujours ». Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque le pervers narcissique tombe face à quelqu'un de pire, il est forcé de vivre ce que ses victimes ont vécu. Une inversion dramatique, presque théâtrale, mais qui dévoile la mécanique profonde du pouvoir et de la souffrance. Alors, la question surgit. Que peut-on tirer de cette observation? La réponse n'est pas unique. Certains y verront une justice immanente, une preuve que l'univers rétablit l'équilibre. D'autres, comme Jung, y liront le signe d'un inconscient collectif qui force chacun à rencontrer son ombre tôt ou tard. Les neuroscientifiques y voient la preuve que le stress chronique, combiné à la dissonance cognitive, finit toujours par se retourner contre celui qui l'entretient. Et pour vous qui écoutez, la leçon est claire. Le masque, aussi brillant soit-il, n'est jamais une armure indestructible. On dit souvent que le pervers narcissique choisit toujours la même proie, fragile, empathique, malléable. Mais Freud soulignait déjà une vérité dérangeante. L'inconscient nous pousse parfois à choisir exactement ce qui nous détruira. Et c'est ce que Jung appelait l'attraction de l'ombre. Cette force invisible qui attire chacun vers la part de lui-même qu'il refuse de voir. Quand un pervers narcissique quitte sa partenaire pour une nouvelle femme, il ne choisit pas par hasard. Son inconscient l'entraîne vers une figure qui incarne ce qu'il craint le plus. Et quand cette femme est pire que lui, la mécanique devient implacable. Les neurosciences nous offrent ici une clé de lecture. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré que les individus présentant des traits narcissiques activent les mêmes circuits cérébraux lorsqu'ils séduisent que lorsqu'ils obtiennent une récompense matérielle. C'est littéralement une dépendance. Le pervers narcissique est accro à l'adrénaline que lui procure la conquête. Mais comme toute addiction, il en faut toujours plus. Ainsi, la nouvelle femme doit être plus séduisante, plus fascinante, plus redoutable que la précédente. Et parfois, ce plus devient une arme contre lui. L'histoire d'Andrea, une femme interviewée dans un documentaire sur la manipulation affective, illustre cette inversion. Son ex-mari, décrit comme dominateur et calculateur, avait quitté le foyer pour une nouvelle compagne qu'il présentait comme une reine. Mais très vite, cette femme a pris le dessus sur lui, contrôlant ses finances, isolant ses amis et l'humiliant en public. Andrea raconte avoir ressenti un étrange mélange de soulagement et d'effroi en observant cet homme s'effondrer sous la même mécanique qu'il avait imposée à elle. Jung aurait vu là le symbole parfait de l'ombre projetée, confronté à une personnalité qui lui ressemble, mais amplifiée. Le narcissique se retrouve piégé dans sa propre logique. Le psychiatre français Christophe André rappelle que nous sommes des animaux sociaux vulnérables au miroir. Nous nous définissons souvent par ce que l'autre reflète de nous. Pour le pervers narcissique, ce miroir est vital. Il a besoin de l'admiration, de la peur ou de la soumission de l'autre pour exister. Mais quand la nouvelle femme reflète, non pas sa grandeur illusoire, mais sa petitesse réelle, le choc est violent. C'est comme si tout son système psychique, bâti sur l'illusion de contrôle, s'écroulait. Les chiffres viennent encore renforcer ce constat. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders indique que 78% des personnes narcissiques ayant connu une rupture rapportent une période de dépression intense lorsqu'elles perdent le contrôle de la relation. Mais lorsque la rupture survient parce qu'elles ont été dominées par quelqu'un d'encore plus manipulateur, les symptômes sont multipliés. Anxiété chronique, isolement social, parfois comportement autodestructeur. En d'autres termes, ce qu'elles infligeaient aux autres leur revient avec une intensité décuplée. Marc Aurèle écrivait « L'homme est troublé non par les choses, mais par l'opinion qu'il en a ». Le pervers narcissique vit dans l'opinion que tout lui est dû, que l'autre n'existe que pour servir son empire intérieur. Quand il tombe sur une femme qui déconstruit son univers mental, il est obligé de voir ce qu'il refusait, son impuissance. Là où il pensait être le maître du jeu, il devient pion. Là où il croyait manipuler, il est manipulé. Et cette vérité qu'il avait masquée sous tant de couches explose comme un miroir brisé. Vous qui écoutez ces mots, peut-être que vous avez connu cette étrange satisfaction de voir un manipulateur pris à son propre piège. Mais au-delà du soulagement, ce qui est essentiel,
c'est de comprendre la mécanique, car cette mécanique est universelle. Elle montre que le masque ne résiste pas au miroir. Freud rappelait que la répétition n'est jamais un hasard. Le pervers narcissique répète ses schémas jusqu'à rencontrer plus fort que lui. Et cette rencontre, aussi destructrice soit-elle, est aussi une preuve. Personne n'échappe à son inconscient, pas même celui qui croyait pouvoir écraser les autres. Alors que retenir pour vous-même? La première leçon est que le miroir que l'autre nous tend est toujours une révélation, qu'il soit bienveillant ou destructeur. La seconde, que l'on ne peut pas éternellement échapper à sa propre ombre. Et la troisième, que ce qui détruit un manipulateur, ce n'est pas une vengeance extérieure, mais la logique interne de ses propres choix. Jung nous prévenait. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Le pervers narcissique appelle cela amour. Mais quand sa nouvelle femme est pire que lui, ce n'est pas l'amour qu'il rencontre, c'est son destin. Sigmund Freud affirmait que l'ego est cette instance fragile, perpétuellement ballottée entre les pulsions du ça et les exigences du surmoi. Carl Jung ajoutait que l'ego se nourrit d'illusions et qu'il ne supporte pas de voir sa propre image brisée. Or, le pervers narcissique vit précisément pour son ego. Il se construit une identité factice autour de sa toute-puissance, de son contrôle, de sa supériorité. Mais que se passe-t-il lorsque ce contrôle lui échappe? Lorsque la nouvelle femme qu'il croyait dominer devient celle qui dicte le jeu? C'est alors que se produit un choc psychologique d'une intensité rare. Les chiffres confirment la violence de ce basculement. Selon une étude publiée par l'Université de Boston, près de 42% des personnes présentant des traits narcissiques sévères développent des troubles anxieux lorsque leur pouvoir relationnel est remis en cause. On observe des insomnies chroniques, une hypervigilance, parfois même des somatisations, migraines, problèmes digestifs, douleurs diffuses. Autrement dit, l'ego blessé n'est pas qu'une abstraction psychologique. Il laisse des traces dans le corps. Le pervers narcissique qui croyait contrôler l'autre finit par perdre le contrôle de lui-même. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais pour le pervers narcissique, l'irritation devient intolérable. Lorsque sa nouvelle compagne lui oppose ses propres armes, manipulation, silence, humiliation, il se trouve face à une image de lui-même qu'il ne peut supporter. Ce n'est plus un miroir mais une déflagration. Il découvre qu'il n'est pas invincible. Et cette découverte, pour un ego construit sur la domination, équivaut à une mort symbolique. Les témoignages abondent. Une enquête journalistique, menée en Europe sur des couples marqués par la manipulation narcissique, révèle que dans plus de la moitié des cas où le manipulateur s'est engagé avec une nouvelle compagne aussi toxique que lui, il a fini par s'isoler complètement, incapable d'affronter le double reflet de sa propre violence. Un homme décrit comme brillant avocat, séducteur et dominateur, a sombré dans l'alcool après que sa nouvelle femme, elle-même manipulatrice, ait retourné ses collègues contre lui et dilapidé ses finances. Là où il contrôlait jadis chaque détail, il s'est retrouvé impuissant, spectateur de sa chute. La neuroscience nous donne un éclairage supplémentaire. Le cerveau humain déteste perdre le contrôle. Des expériences menées par l'université de Yale montrent que lorsqu'une personne perçoit qu'elle ne maîtrise plus une situation, son amygdale, le centre des émotions, s'emballe, déclenchant une cascade de stress et de réactions impulsives. Pour le pervers narcissique, dont l'ego repose sur une illusion permanente de maîtrise, ce processus est multiplié. Il vit une tempête intérieure. C'est comme si l'édifice entier de son identité s'effondrait, brique après brique. Sénèque, le philosophe stoïcien, écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Mais le pervers narcissique n'ose jamais affronter ses propres failles. Il préfère projeter ses difficultés sur autrui. Quand sa nouvelle femme, plus calculatrice, retourne cette stratégie contre lui, il n'a plus d'échappatoire. Son ego qui servait de bouclier devient prison. Et vous qui écoutez ces mots, peut-être avez-vous déjà observé cette mécanique dans votre entourage. Peut-être avez-vous vu quelqu'un qui, autrefois dominateur, charismatique, s'effondrer soudain lorsqu'il n'était plus reconnu dans ce rôle. Le choc de l'ego n'est pas réservé aux pervers narcissiques, mais chez eux, il prend des proportions extrêmes, car leur identité entière repose sur le regard de l'autre. Quand ce regard cesse de les nourrir ou devient accusateur,
C'est comme si on arrachait le sol sous leurs pieds. Freud parlait de la blessure narcissique comme d'une des expériences les plus douloureuses pour l'être humain. Être confronté à ses limites, découvrir que l'on n'est pas ce que l'on croyait être. Pour le narcissique, cette blessure n'est pas une étape vers la maturité. Elle est vécue comme une catastrophe. Et ce qui rend ce choc si brutal, c'est qu'il survient toujours par le jeu qu'il croyait maîtriser. Il voulait manipuler, il est manipulé. Il voulait séduire, il est trahi. Il voulait écraser, il est écrasé. Alors, que pouvons-nous apprendre de ce spectacle cruel? D'abord que l'ego, aussi solide qu'il paraisse, est une structure fragile. Ensuite, que tout contrôle est une illusion. Même celui qui croit tenir les fils d'une marionnette finit toujours par voir ses fils se retourner contre lui. Et enfin, que la vraie force n'est pas dans le pouvoir que l'on exerce sur autrui, mais dans la capacité à ne pas dépendre de ce regard. Marc Aurèle le rappelait, celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. Le pervers narcissique, lui, vit en guerre avec lui-même. Et quand il perd le contrôle de son propre jeu, il découvre la vérité la plus insupportable. Il n'a jamais vraiment été maître de rien. Freud affirmait que lorsqu'un individu refuse de regarder sa vérité intérieure, cette vérité revient sous forme de symptômes. Chez le pervers narcissique, la descente psychologique commence justement quand son illusion de toute puissance s'écroule. Jung parlait d'effondrement de la persona, ce moment où le masque social se fissure et où surgit brutalement l'ombre, ce que l'individu avait caché toute sa vie. Quand la nouvelle compagne, plus manipulatrice encore, prend le dessus, l'effondrement n'est plus une menace lointaine. Il devient une réalité clinique. Les chiffres le démontrent. Une étude publiée dans Personality and Mental Health a révélé que près de 60% des personnalités narcissiques ayant perdu le contrôle dans une relation présentèrent des symptômes dépressifs sévères. Dans 35% des cas, ces symptômes évoluaient en troubles obsessionnels liés à la surveillance de leur partenaire. Et dans 20%, ils glissaient vers des comportements autodestructeurs, parfois suicidaires. Le masque d'invulnérabilité craque, et derrière lui apparaît un être fragile, hanté par l'angoisse de n'être plus rien sans le regard de l'autre. Carl Jung aurait dit qu'à ce stade, l'individu est confronté à son ombre dans sa forme la plus brute. C'est une confrontation qu'il ne sait pas gérer, car elle ne lui laisse aucune échappatoire. L'exemple de Paul, recueilli dans les travaux de la psychologue française Marie-France Irigoyen, est frappant. Paul avait quitté sa femme pour une nouvelle compagne séduisante et brillante. Au départ, il rayonnait, exhibant sa nouvelle vie comme une revanche. Mais rapidement, cette compagne a retourné contre lui toutes les armes qu'il avait utilisées auparavant. Isolement social, critique permanente, dévalorisation. Paul a fini en dépression profonde, incapable de comprendre comment lui, si sûr de lui, avait pu être anéanti par une femme qui lui ressemblait tant. Les neurosciences éclairent ce processus avec une précision troublante. Lorsqu'un individu vit une humiliation répétée, le cerveau active les mêmes zones que pour une douleur physique. Une recherche menée par l'Université du Michigan a montré que l'humiliation sociale déclenche dans le cortex cingulaire antérieur la même activité neuronale que la brûlure d'une flamme sur la peau. Autrement dit, le pervers narcissique humilié par sa nouvelle femme ressent une douleur psychique qui n'est pas imaginaire. C'est une brûlure intérieure réelle, mesurable, et cette douleur accumulée engendre des comportements de panique, de fuite ou d'autodestruction. Sénèque écrivait « L'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Le pervers narcissique est prisonnier de ce mécanisme. Il souffre de la perte de contrôle, mais il souffre encore plus de la peur de perdre. Sa descente psychologique n'est donc pas linéaire, elle est circulaire. Chaque humiliation alimente la peur, chaque peur alimente une nouvelle humiliation. Le cercle devient infernal. Des témoignages de terrain confirment cette spirale. Une étude menée auprès de thérapeutes spécialisés en toxicité relationnelle rapporte que certains narcissiques, une fois dominés par une partenaire plus toxique, développent une obsession maladive pour cette relation, allant jusqu'à supplier, surveiller ou se dévaloriser, eux qui auparavant faisaient vivre l'enfer à leurs victimes. Un thérapeute racontait « Ce qui frappe, c'est la rapidité de l'inversion. L'homme qui hier imposait son rythme est celui qui aujourd'hui attend des messages, tremble de jalousie, pleure en secret. Le masque tombe. La fragilité explose au grand jour.
Et vous qui écoutez ce récit, peut-être que vous vous souvenez de situations où une personne dominante, arrogante, a fini par s'effondrer quand son pouvoir n'était plus reconnu. La descente psychologique du pervers narcissique est extrême, mais elle révèle une vérité universelle. Nul ne peut vivre uniquement à travers le contrôle des autres. Celui qui s'y essaie finit toujours par s'effondrer, car il n'a jamais. Bâti de force intérieure, Freud disait « Là où était le ça, le moi doit advenir ». Mais chez le narcissique, le moi n'advient pas. À la place surgit un gouffre, et quand la nouvelle femme, plus manipulatrice encore, le confronte à ce gouffre, il tombe. Il tombe sans filet, car toute sa vie, il a refusé de construire un vrai socle intérieur. Alors que retenir de cette descente? Elle nous montre que la puissance apparente est une illusion. Elle nous enseigne que l'ego, lorsqu'il n'est pas nourri de vérité, finit par s'écrouler dans le vide. Et elle nous rappelle que la douleur psychique, quand elle n'est pas affrontée avec lucidité, se transforme en prison. Marc Aurèle le résumait d'une phrase limpide. « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle. Qui te trouble met ton jugement sur elle. » Le pervers narcissique, lui, ne connaît pas cette sagesse, et c'est pour cela que sa descente psychologique est inévitable, brutale, sans retour. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait au cœur de ses nuits d'insomnie « L'âme est colorée par la teinte de ses pensées ». Cette phrase, que l'on retrouve dans ses pensées pour moi-même, semble avoir été écrite pour ceux qui affrontent un manipulateur. Car face à la violence psychologique, à l'humiliation et à la domination, ce qui sauve, ce n'est pas le contrôle de l'autre, mais la maîtrise de notre propre esprit. Là où le pervers narcissique s'effondre dans l'illusion de puissance, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie force réside dans l'indépendance intérieure. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, martelait que la souffrance vient moins des événements que de notre jugement sur eux. Pour lui, un homme pouvait être esclave et pourtant plus libre que son maître, s'il conservait la maîtrise de ses pensées. Que nous dit cela sur la mécanique perverse? Que le véritable antidote n'est pas de jouer le même jeu, mais de s'élever au-dessus du jeu. Là où le manipulateur cherche à vous piéger dans un théâtre de réaction, le stoïcisme enseigne à ne pas réagir, mais à choisir sa réponse. Le plus grand pouvoir, disait Épictète, c'est de rester maître de soi-même. Les chiffres modernes confirment l'efficacité de cette sagesse ancienne. Une recherche menée à l'Université de Toronto a montré que les personnes pratiquant régulièrement des exercices inspirés de la philosophie stoïcienne, journal réflexif, méditation sur la mort, exercice de distanciation, réduisent de 27% leur niveau d'anxiété et de stress dans les relations toxiques. Autrement dit, ce que Marc Aurèle pratiquait il y a près de 2000 ans fonctionne encore face aux pervers narcissiques d'aujourd'hui. Écoutons l'histoire de Claire, recueillie dans un groupe de paroles sur les violences psychologiques. Claire avait vécu 10 ans avec un manipulateur qui contrôlait ses moindres faits et gestes. Lorsqu'il partit pour une nouvelle compagne, elle se sentit anéantie. Mais au lieu de chercher vengeance, elle découvrit la philosophie stoïcienne. Chaque matin, elle notait 3 choses qu'elle ne pouvait pas contrôler et 3 choses qu'elle pouvait. Peu à peu, elle retrouva sa dignité, son indépendance, son énergie. Quelques années plus tard, elle racontait « Ce n'est pas lui qui m'a libérée, c'est moi, le jour où j'ai cessé de croire que ma valeur dépendait de ses yeux. » Jung aurait dit qu'elle avait réintégré son ombre, transformant sa douleur en lumière. Freud, qui admirait la lucidité des stoïciens, expliquait que l'homme moderne souffre d'une illusion de contrôle. Le pervers narcissique incarne cette illusion poussée à l'extrême. Mais Marc Aurèle et Sénèque rappellent que la vie ne nous appartient pas entièrement. Nous ne maîtrisons ni le comportement des autres, ni leur trahison, ni leur masque. Nous ne maîtrisons que notre attitude face à eux. Et c'est cette vérité simple qui désarme le manipulateur. Si vous cessez de jouer, il perd. Épictète, esclave affranchi devenu maître à penser, insistait sur ce point. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cela signifie que même au cœur d'une relation toxique, vous pouvez trouver un espace de liberté intérieure. Cet espace, c'est votre ultime bastion. C'est ce que les neurosciences appellent aujourd'hui la résilience cognitive, cette capacité à reformuler l'expérience pour ne pas en être détruit. Des études en psychologie positive montrent que ceux qui réinterprètent leurs épreuves avec une logique de sens et de croissance sont 40% plus résistants aux rechutes émotionnelles
après une rupture toxique. Vous qui écoutez ces mots, vous n'avez peut-être pas choisi de croiser un manipulateur, mais vous pouvez choisir ce que vous en faites. Les stoïciens nous enseignent à transformer le poison en remède. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, la misère éprouve les braves. » Et si l'épreuve que vous traversez n'était pas une condamnation, mais une initiation, le pervers narcissique, face à une compagne pire que lui, s'effondre. Mais vous, face à lui, vous pouvez vous élever. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'il fallait accueillir chaque épreuve comme une opportunité d'exercer la vertu. Il ne s'agissait pas de nier la douleur, mais de l'utiliser comme matière première pour se transformer. C'est cela la différence radicale. Le manipulateur se détruit dans son jeu, tandis que vous pouvez construire votre liberté intérieure dans ce même jeu. Et cette liberté, une fois acquise, ne peut plus vous être volée. La leçon est claire. Ne cherchez pas à écraser celui qui vous a blessé, car il finira toujours par s'écraser lui-même. Cherchez plutôt à devenir ce que Sénèque appelait un esprit invincible, un être qui ne dépend ni des flatteries, ni des humiliations, ni des regards. Le stoïcisme n'offre pas une vengeance, il offre mieux, une délivrance. Freud écrivait que là où était le ça, le moi doit advenir. En d'autres termes, la douleur, lorsqu'elle est affrontée, peut devenir le point de départ d'une reconstruction. Jung allait plus loin. Je ne suis pas ce qui m'est. Arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Ces phrases résument ce que tant de victimes de manipulateurs ont expérimenté. La souffrance est réelle, elle brûle, elle marque, mais elle peut se transformer en une force intérieure que rien ni personne ne pourra briser. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens pressentaient il y a 2 millénaires. Le cerveau est plastique, capable de se reprogrammer. Des études menées à Harvard ont montré que les individus pratiquant régulièrement des exercices de pleine conscience après une relation toxique augmentent la densité de matière grise dans les zones liées à la résilience émotionnelle. Concrètement, cela veut dire que chaque effort de guérison, aussi petit soit-il, écrire dans un journal, méditer 5 minutes, respirer consciemment, modifie physiquement le cerveau. Le pervers narcissique, prisonnier de son illusion, se détruit de l'intérieur. Mais vous avez la possibilité de reconstruire, cellule après cellule, pensée après pensée. Prenons l'histoire de Nadia, racontée dans un ouvrage de Boris Cyrulnik, le père de la résilience en France. Nadia avait été détruite psychologiquement par un compagnon manipulateur qui l'avait isolée de ses proches. Elle avait perdu confiance en elle, au point de douter de sa propre mémoire. Mais un jour, elle commença à écrire chaque matin 3 vérités simples sur elle-même. Je suis digne. Je suis capable. Je suis vivante. Ce rituel, répété des mois durant, transforma son état intérieur. Aujourd'hui, Nadia est psychologue et accompagne d'autres victimes. Sa douleur est devenue son pouvoir, sa cicatrice, sa signature. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait, obstacle devient matière à agir. Votre souffrance n'est pas un mur, c'est une matière brute. En choisissant ce que vous en faites, vous décidez si elle devient une prison ou une forge. Les stoïciens nous rappellent que la liberté n'est jamais donnée par l'autre, elle est conquise à l'intérieur. Et cette conquête commence par de petites pratiques. Les chiffres le prouvent. Selon une enquête menée en 2021 par l'American Psychological Association, les victimes de violences psychologiques qui suivent un programme de reconstruction basé sur la méditation, l'écriture et le sport augmentent. De 35% leur sentiment de maîtrise personnelle en 6 mois. Vous qui écoutez ces mots, peut-être que vous sentez encore les chaînes invisibles de cette relation. Peut-être que vous doutez de vous, que vous avez l'impression d'avoir perdu votre identité. Mais la vérité est que cette identité ne vous a jamais quitté. Elle est là, cachée sous les blessures, prête à émerger. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La guérison, ce n'est pas oublier le passé, c'est apprendre à ne plus en être prisonnier. La douleur est un professeur exigeant. Elle ne caresse pas, elle frappe. Mais elle frappe pour enseigner. Elle vous montre vos limites, vos failles, mais aussi vos ressources. Ceux qui survivent à une relation toxique deviennent souvent plus lucides, plus empathiques, plus forts que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le masque tomber. Parce qu'ils ont compris dans leur chair que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la liberté intérieure. Freud parlait de sublimation, cette capacité
à transformer l'énergie brute d'une pulsion en création, en art, en amour véritable. Ce que vous avez vécu peut être sublimé. Certains écrivent, d'autres peignent, d'autres encore se consacrent à aider. La douleur devient énergie créatrice. Jung disait que l'individuation, ce processus qui mène à l'accomplissement de soi, passe toujours par la rencontre avec l'ombre. Vous avez rencontré l'ombre dans la forme la plus brutale. À présent, vous avez le choix de l'intégrer pour grandir. Et souvenez-vous, le pervers narcissique, face à une femme pire, que lui s'écrase parce qu'il n'a pas de socle intérieur. Vous pouvez construire ce socle. Chaque lecture, chaque réflexion, chaque respiration consciente est une pierre posée à votre édifice. Vous n'êtes pas ce qu'il a dit de vous. Vous n'êtes pas l'image qu'il a projetée sur vous. Vous êtes ce que vous décidez d'incarner à partir de maintenant. Marc Aurèle avait raison. La force de l'âme est de se suffire à elle-même. Voilà la transformation ultime. Là où d'autres tombent dans la répétition, vous pouvez entrer dans la création. Là où d'autres s'enchaînent à leurs blessures, vous pouvez en faire des ailes. La douleur est un fait. La puissance intérieure est un choix. Et ce choix, personne ne peut le faire à votre place.